Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On se retrouve comme tous les mercredis pour votre rendez-vous du Café Presse Politique afin d'aborder l'actualité de la semaine. Afin d'en parler avec nous, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur le professeur Nasser Djabi. Merci infiniment, professeur, d'avoir accepté l'invitation. Shukran. Shukran jazilan. Ainsi que Monsieur Abdelkrim Zrilesh, militant UCP. Merci. Bonsoir Amira, merci pour l'invitation. Merci. Aux auditeurs de Merci Radio 1. à vous. Ainsi que Saïd Jafar, qui est journaliste. Bonsoir. Merci infiniment. Bonsoir à vous. Saïd Jafar est plus qu'un journaliste, c'est un des cofondateurs du CPP. Voilà. Et pilier du CPP du temps du parti unique. Et ainsi que Qadi Hassan, qui ne pouvait pas éviter de donner son petit grain de sel, journaliste également. On va se retrouver juste après l'édito de Sophia Harris. La semaine politique de Sophia Harris. Mise en image par Mehdi M. Sadr Hajres a mené sa lutte finale. Le gentleman révolutionnaire a été inhumé il y a à peine quelques heures au cimetière d'Al-Harrach. Sa veuve digne et émue, drapée dans le drapeau algérien, dira de lui: il nous aura laissé un héritage multiple, des luttes pour la libération du pays, pour la démocratie, pour la langue amazigh, pour la lutte des droits des Algériennes à l'égalité à côté des hommes, pour construire un pays non seulement indépendant, mais surtout prospère. Sadr Hajres, figure historique de la gauche et militant nationaliste, ancien cadre du Parti communiste algérien, est mort à Paris où il vivait en exil depuis 1990. Et alors que le cimetière d'Al-Harrach accueille la dépouille de Sadr Hajres à quelques centaines de mètres, la prison éponyme recevra Rachid Nekez. Son transfert aurait pour cause de sérieuses complications de son état de santé, affirment des activistes. Enfin, la fin d'un thriller. Abdelhamid Bouziza est incarcéré à la prison de Blida. Il est poursuivi pour terrorisme par l'article 87 bis. Il a été porté disparu depuis le 19 octobre. Dans un climat de psychose, les rumeurs les plus folles avaient circulé alors à son sujet, au grand désarroi de sa famille désespérée. L'affaire Bouziza fait isoler ou retour à de dangereuses pratiques? Vous rappelez-vous du film américain Catch Me If You Can avec DiCaprio? Belhasni Yacoub nous en offre le remake version DZ. Le jeune homme, âgé de 22 ans, d'un physique plaisant, de gendre idéal, s'amuse à piéger des ministres en se faisant passer pour un militaire de haut rang. Les échanges sont lunaires et les réactions de ces derniers sont souvent intrigantes. Que révèlent ces canulars sur le dysfonctionnement des appareils de l'État? COP27, l'humanité a le choix, coopérer ou périr, a déclaré le chef de l'ONU aux dirigeants mondiaux. Deux absents à l'appel cependant, les dirigeants de la Chine et des États-Unis, les deux plus gros pollueurs de la planète. De la COP 1 à la COP 27, encore une chronique d'un échec annoncé. En tout cas en Algérie, 100 milliards de dinars injectés dans le barrage vert dans le but de réduire le réchauffement climatique. Un nouveau cap dans la politique algérienne? La semaine politique de Sophia Harris. Mise en image par Mehdi M. Merci Sophia Harris. Donc c'est Sadr Hajres qui nous a quittés le 3 novembre dernier. Un petit mot sur sa biographie. Médecin de formation, acteur du mouvement national, né à l'Arba'ana Tiraten en 1928, a fait son école primaire à Berwaguia et son secondaire entre Médéa, Blida et Ben Aknoun. Il devient dirigeant des scouts musulmans algériens à la Mitidja entre 1943 et 1946, a effectué ses études de médecine entre 46 et 53 à l'université d'Alger. 1949, il est co-auteur du document L'Algérie libre vivra, un document ayant entraîné la crise berbériste et il se retire après cela. Membre de l'Association des étudiants musulmans de l'Afrique du Nord, il en devient le dirigeant en 1950. Membre du bureau politique du Parti communiste algérien, condamné en 1955 par contumace aux travaux forcés
par un tribunal français. 1956, son ami Bachir Hajali, il négocie avec les représentants du FLN à Alger, Ben Youssef Ben Khedda et Abed Ramdan, pour l'intégration des troupes communistes au sein du FLN et va continuer à se battre jusqu'à l'indépendance du pays. 1962, Ahmed Ben Bella interdit le parti communiste. 1965, Houari Boumediene Evans Ben Bella, il restera Hadras en clandestinité pendant 24 ans. Membre de l'ORP, organisation de résistance populaire créée par Mohamed Harbi et Hossein Zahwen, les leaders de l'aile gauche du FLN, Harbi Bouhali et Henri Alleg partent en exil. Hadras participe à la fondation du Parti de l'avant-garde socialiste, le PAX. Chadli arrive au pouvoir, article 120, les statuts du FLN, obligeant toute personne exerçant des responsabilités à être militant du FLN. L'ère du parti unique perdure. Octobre 88 et ensuite, juste après, 1989, Hadras entre enfin dans le cadre juridique, mais pas pour longtemps, avec le début du multipartisme, événement des années 90-91. Hadras se retire de la politique. 1992, les communistes algériens se font assassiner par les groupes islamistes. Le gouvernement annule les élections législatives de décembre 1991 avec l'aide de l'armée. Il demande le soutien de Hadras, mais sans succès. Hadras condamné à mort par les organisations terroristes, le GIA, le MIA, le FIDA. 2007, le PAX revient sur la scène politique sous un nouveau nom, le MDS. Hadras continue à être un personnage influent sur les membres du MDS sans en faire partie. Un homme, un grand homme. Vous avez assisté, messieurs, à ses obsèques. Que représentait monsieur Hadras pour vous, professeur Nasser Djabi? مساء الخير أميرة وشكرا على الدعوة. نظن بأن صادق حجرس الله يرحمه كان من القلائل اللي غادروا الجزائر غادرونا اليوم واللي يمثل هذه القيادات تاع الحركة الوطنية اللي عاد الجزائر ما تنتجهمش، لا تنتجهم بالقدر الكافي وبالنوعية المطلوبة. حجرس ابن الحركة الوطنية الجزائرية بكل نقاط ضعفها ونقاط قوتها، يعبر على هذا المسار اللي شفناه مع كثير من الناس. بنزينة مثلا، شخصيات واحدة أخرى اللي دارت الاتجاه العكس اللي انتقلت بين التيارات وبين التنظيمات السياسية اللي عرفتهم الحركة الوطنية. كاين اللي كان في الحركة الوطنية بشكلها الاستقلالي حزب الشعب وراح للحزب الشيوعي، وكاين اللي في بعض الأحيان اللي داروا العكس، كاين اللي جاوا من جمعية العلماء. هذا ماذا يقول هذا المسار؟ المسار هذا يقول بأننا أمام حركة وطنية كانت غير متجانسة وتعددية، حركة وطنية تعددية فيها مختلف المدارس وفيها مختلف التيارات والعائلات السياسية. حجرس نشوفوه المسار تاعو معروف، صدير كان في الحركة الوطنية الاستقلالية وراح للحزب الشيوعي وبقى يناضل في كل الظروف اللي عاشتها الجزائر، في السرية في العلانية، وخرج مع الباكس في 90 مع العلنية بعد الاعتراف بالتعددية الحزبية. كانت عنده ربما هذا الشيء اللي ما يعرفوهش واللي كان نادر عند الوجوه هذه السياسية على الحركة الوطنية، أنه اهتم بالجانب الفكري والسياسي وكتب كثيرا بعد 90. صدرت له الكثير من الدراسات من الكتب حول مساره الشخصي وحول الحركة الوطنية، ومد كثير من المعطيات التاريخية والسياسية حول الحركة العمالية، حول الحركة النقابية، أنا تلاقيت به في أكثر من مناسبة في السنوات الأخيرة، خاصة في معرض الكتاب نظن وفي باريس مرة أو مرتين. إذن كان الرجل ربما توقف عن النشاط السياسي الحزبي، لكن استمر في العمل النضالي على المستوى الفكري وعلى المستوى الحركة العمالية والنقابية والحركة الوطنية، ومد الكثير. وسنعرف قيمة الرجل بعد وفاته، يعني سنكتشف بأننا فقدنا وجه سياسي وفكري مهم. Monsieur Saïd Jaafar, à vous. Alors, je voudrais peut-être apporter quelques petites précisions à votre présentation. Pour cette Hadras, il n'y a pas de crise berbériste. Hein. La crise berbériste, c'est le parti nationaliste qui l'a inventé. Moi, je l'ai rencontré 2 ou 3 fois, et très souvent, je parle... La crise dite berbériste. Hein. Berbériste. Et voilà, non, il explique, c'est-à-dire, il y a un document, d'ailleurs, il l'a mis en ligne, c'est-à-dire, ce qui est intéressant avec cette Hadras, il met tout en ligne. Il y a un site qui s'appelle Social Algérie.
et vous allez trouver ce document-là, signé Idir El-Watani, avec 2 autres, et vous pouvez le lire, et vous ne trouverez aucune mention de berbérisme, Dite par culturalisme, certains. etc. Oui. Mais il posait la question de la nation algérienne sous une forme dynamique avec... Qu'est-ce qui l'a poussé à quitter le PPA-MTLD? Non, parce que il faut se remettre à la place. À cette époque-là, le mouvement national était en plein marasme. Ça a duré d'ailleurs jusqu'à 54, hein, c'était en plein marasme, et il y avait des débats, et lui faisait partie des jeunes du mouvement nationaliste qui se posaient des questions, etc. Et donc, il posait la question d'une nation comment dire, qui n'est pas dans l'unicité de pensée, mais avec beaucoup de diversité, mais qui est unie par un mandat de citoyenneté qui se renouvelle constamment. C'est ça, vous pouvez trouver ça constamment. D'ailleurs, c'est d'une actualité remarquable. Il faut relire ce texte-là de Idir El-Watani. La deuxième précision, peut-être, c'est sur l'histoire du MDS. En fait, avec le MDS, c'est la rupture. Hein. Donc, en 90, avec la montée des islamistes, il y a eu une crise au sein du PAX. Une très grosse crise. Ça a poussé à sa dissolution. C'était quelle attitude avoir à l'égard des islamistes. Et contrairement à l'idée qu'on a répandue sur Saad Khadras, il n'était vraiment pas conciliant à l'égard des islamistes. Par contre, il considérait qu'il devait les combattre politiquement. Pas demander à l'État de prendre des mesures policières, etc. Et donc, ça fait un grand débat à l'intérieur du pacte. Et il y a eu une rupture. Il y a eu après le Tahaddi, etc., qui ont développé la thèse de la double rupture. Hein, la rupture avec l'État entier et la rupture avec l'intégrisme. En réalité, pour Saad Khadras, il y avait une rupture avec la société. Donc le parti a rompu avec la société. D'ailleurs, beaucoup de militants du PAC se sont retirés. C'est pour ça que Tahaddi, le MDS, sont devenus un très petit parti. Ça n'avait plus l'ampleur du PAC, de l'influence qu'avait le PAC dans les syndicats, dans la société civile. Voilà, c'est juste pour dire que c'était un grand débat qui a été raté par le PAC lui-même, et qui a abouti à la dissolution du PAX. Voilà. Du PAX, merci. C'est juste une petite précision. Hadi Hassan. Un sentiment mitigé parce que moi je viens d'une tradition politique qui est à la gauche du PAX et de ce qu'a été Saad Khadras. J'ai été militant trotskiste et dirigeant d'une organisation secrète, clandestine, la 4e internationale en Algérie, et on était à la fois alliés sur certains thèmes et concurrents et adversaires sur d'autres thèmes. Printemps berbère, on n'était pas tout à fait sur la même ligne. Comment composer avec Chadli? Est-ce que le soutien critique de l'époque de Boumedienne devait continuer sous Chadli, ou est-ce que Chadli était considéré comme un Sadat algérien avec l'Infitah, et donc il fallait le combattre politiquement? Donc, mais en fait, j'ai commencé à comprendre la valeur de Saad Khadras après l'interruption du processus électoral et dans le processus qu'a décrit Nasser Djabi, de l'homme qui a transcendé son activité de dirigeant politique, à la fois nationaliste et de gauche, pour nous proposer des débats d'idées et ouvrir des chantiers d'idées. Et donc, et mon respect n'a fait que grandir. Ça ne veut pas dire que je ne le respectais pas avant, mais ça s'est transformé en beaucoup d'admiration. Et aujourd'hui, alors, pourquoi mitigé? Parce que moi, je trouve que Saad Khadras est un homme d'une grande modernité. Saïd a bien fait de souligner dans le texte d'Idir El-Watani combien il y avait des éléments qui restent d'une grande actualité aujourd'hui sur le renouvellement de la citoyenneté en fonction de l'évolution des éléments de la nation, une notion dynamique. Et donc, c'est un homme qui a veillé à la transmission. C'est un homme qui a beaucoup travaillé sur la transmission. Et aujourd'hui, là, je fais mon journaliste qui arrive c'est pas une couverture, mais je viens du cimetière. J'aurais voulu qu'il y ait plus de jeunes au cimetière de Sidi Taïeb al-Harrach. Et il y avait beaucoup de cheveux gris comme les nôtres, mais pas suffisamment de jeunes. Et là, on a senti quand même quelque part
La rupture avec le MDS a laissé des dégâts. Le fait que, par exemple, quelqu'un comme Fethi Gharas n'ait pas été présent, moi, ça m'a beaucoup gêné. Lorsque le pouvoir s'attaque au MDS et qu'il essaie de le faire dissoudre, en fait, le pouvoir ne se rend pas compte qu'il fait fi de toute cette tradition qui est un pan du mouvement national. Le MDS, c'est pas un parti comme les autres. Voilà, il vient du fin fond de la résistance au colonialisme, la guerre de libération nationale, etc. Et l'incarnation de ce long processus, c'est quand même un homme comme Sadak Hajras. Et le fait que le MDS ne revendique pas ce patrimoine, il rate quelque chose, tout comme le pouvoir rate quelque chose en n'ayant pas en présenté les condoléances suffisamment vite. Al-Majid Tebboune a attendu 48 heures pour le faire. Tout comme quand il s'attaque à des pastés de ce type-là. Il gêne le pouvoir Non, je pense que tout le monde doit s'approprier une histoire comme. Tous les Algériens devraient. Moi, je m'approprie l'histoire d'Abdelhamid Ben Badis. Je suis pas particulièrement religieux, mais je considère que culturellement, il a résisté à la déculturation et donc il fait partie du patrimoine de notre résistance. L'histoire du Parti communiste algérien devrait l'être aussi, d'autant plus que celui qui l'incarne, c'est un homme qui a fait cette migration, qui a été mouvement national PPA indépendantiste, à l'époque on disait messaliste, et donc mouvement social avec le PCA. Voilà un peu ma réserve. Qui est à l'origine du Youmlen, c'est-à-dire Sadak Hajras, c'est lui qui a préconisé, en hommage à Ben Badis, d'instaurer le 16 avril. C'est-à-dire, c'est vraiment un homme qui a transcendé pour vous. Moi, vous savez, je relis très souvent, je rentre dans le site, il y a un papier publié par Sadak Hajras en 1994. On était en plein montée de la furie furieuse. Et il faisait un papier tranquillement, simplement, en expliquant, messieurs, tous les Algériens, nous avons tous besoin des droits de l'homme. Ça nous protège tous. Ça protège les gens qui sont au pouvoir. Ça protège les gens qui sont à l'extérieur du pouvoir. Et il faut défendre les droits de l'homme en 1994. À un moment où on était dans une polarisation extrême. Et on était au tout début. Donc, il avait un courage remarquable, pas à dire contre-courant. Voilà. Un contre-courant. Si Ahmed Ouihia avait lu ce texte en 94, peut-être qu'il ne serait pas à l'Abad là en ce moment. Donc, Qadi Ihsan dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeunes. Vous faites partie quand même de la nouvelle génération, Monsieur Abdelkrim Zghilech, ainsi que, bon, je pense qu'il y en a eu d'autres. Il y a Amin Kabes, réalisateur, il y a Chaban qui était sur place dans le cimetière. Vous y étiez aussi. Oui. Que représente il n'y avait pas beaucoup de jeunes, exactement. Oui, franchement, j'avais remarqué, j'allais dire la même chose en réalité. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Peut-être moi, au contraire de nos amis, mais j'ai pas eu l'occasion de connaître le monsieur. Probablement, c'est une question de génération, j'imagine. Je connais à travers ses écrits, simplement. Et chose que je voudrais dire, le monsieur a passé sa vie à attendre la démocratie en Algérie. Il a passé sa vie à attendre la démocratie en Algérie. Aujourd'hui, il est mort aujourd'hui, Rabbi Rahmou, de toute façon. Et tout ce matin, le cimetière, je me suis dit, on va finir ici. Notre tour va venir et on va finir ici. Et comment on va exploiter? Parce que nous aussi, on va attendre, on va passer notre vie à attendre. Il n'a pas attendu, je pense qu'il a lutté, il a passé une vie. Non, c'est-à-dire, mais la démocratie ne s'est pas concrétisée en Algérie. Il n'y a pas de démocratie en Algérie, donc le monsieur Rome ne s'est pas fait il est mort avant de voir une démocratie réelle en Algérie. Est-ce que nous aussi, nous allons passer notre vie à attendre, d'une certaine manière, ça ne veut pas dire que le monsieur n'a pas milité. Est-ce que ce qui nous reste à vivre, nous aussi, et après d'autres vont venir créer notre radio quelque part pour parler de nous, et après d'autres. Il faudrait que ça sortir de ce. Vous préconisez pour les jeunes, allongement de la durée de vie. Voilà, pas mal du tout. Vous préconisez d'arrêter de militer, de continuer à militer, vous préconisez? C'est de foncer dans le tas. Il faut ne laisser aucune opportunité, ne laisser aucune porte, même les portes qu'on a toujours cru ou qu'on croit savoir qu'elles sont des portes malsaines et non utilisables, on les utilise. Vous avez plus de difficultés aujourd'hui en tant que militant de militer par rapport au parcours de Hajras qui a dû être dans la clandestinité?
يعني pour dire que c'est plus difficile ou moins difficile, je pense pas. Je pense que peut-être c'était beaucoup plus difficile de militer à l'époque des années 90 en plein guerre civile. Ou dans les années 70 au Boumdine. Voilà, aux deux années 110 au Boumediene, on prenait. Durant la guerre de libération. Ouais, donc je pense pas que, Donc ça s'améliore. quelles que soient les Quelque conditions que nous vivons actuellement, je pense pas que c'est beaucoup plus compliqué ou la plus dangereux, surtout dangereux. Mais grosso modo, nous subissons les mêmes, En fait, ce qu'il faut noter, c'est-à-dire l'absence des jeunes, c'est qu'en réalité, il y a un problème de transmission, y compris de l'information. Wallah, C'est-à-dire je crois. qu'en 92, une partie des Algériens, une très grande partie des Algériens ignoraient qui était Boudiaf qui a été ramené en Algérie. C'est la même chose pour Sadr Hadjros. Sadr Hadjros, il était connu dans les cercles militants, mais en dehors des cercles militants, c'est pas très connu. C'est parce qu'en réalité, il y a une forme d'amnésie orchestrée, hein, peut-être inconsciente, hein, pas nécessairement, qui est en train là de vider la mémoire des Algériens. Et il y a un vrai problème, parce que sans notre histoire, on ne peut pas avancer. Il y a un problème d'accumulation. Et cette accumulation qui ne se fait pas, c'est ce qui explique qu'on on bascule pas encore dans la démocratie. Il y a réellement un choc émotionnel au sein de la société après le Hirak. On est toujours dans les combats du préalable, en train de, comme si à chaque fois on refait l'histoire à zéro. Il y a un problème de transmission qui ne se fait pas. Je vais poser la question au professeur en sociologie, Monsieur Nasser Djebi. Le statut des militants, de la qualité de la classe politique d'aujourd'hui. Pourquoi la classe politique d'aujourd'hui ne donne plus des hommes de l'envergure de Sadr Hadjros? أنا أظن بأن صدق هجرس متفرد يعني متميز هو حتى بالمقارنة مع جيله متميز. صدر كان طبيب، كان من ناس من فئات، هذه ربما ميزة عرفتها الحركة الوطنية في ذاك الوقت. كانوا الناس يتناقلون. صدق قرا في الجزائر، دار الى ميليتي في الكشافة الإسلامية في الأربعة. دار الدراسه تاعو هنا في برواقيه بليده مديه. دونك خرج وتحرك وعرف الجزائر في مختلف مناطق البلاد، في الطابع الريفي، في المدينه، في الوسط، دونك هذا الجيل لم يعد حاضرا معنا. دار دراسات طبيه متميزه، درس الطب كما أميرة بوراوي. كما أميرة. ويعكس سيد الله يرحمه، يعكس هذا التنوع اللي عرفته الحركة الوطنية. وهنا هذا ربما أحد المشاكل اللي نعاني منها الآن. الحركة الوطنية ما هيش متجانسة فكريا. الحركة الوطنية فيها محتوى قريب من اليسار اللي كانوا يمثلوا الحزب الشيوعي والنقابات والقوى اليسارية، وكان فيها تيارات دينية اللي كانت قريبة إلى التيار الإسلامي، وكان فيه التيار الوطني الجذري، هذا لو ناسيوناليزم راديكال اللي يمثلوا حزب الشعب و بي بي ام تي ال دي من بعد. إذن دونك كاين اون سيرتان ايتيروجينيتي نتاع الحركة الوطنية. مع الوقت دوبي 90 الأزمة اللي حصلت ماهيش جزائرية فقط تاع اليسار، اتونسيون سعيد، صدير أزمة اليسار هي أزمة دولية منذ نهاية. La chute du mur de Berlin, est-ce que ça a eu أنا أظن بأن أكبر الخاسرين على المستوى السياسي والحزبي والفكري من التعددية هو اليسار. اليسار لم يعرف كيف يتكيف مع التعددية، خسر كثير اليسار. تيارات واحدة أخرى ظهرت، التيار الإسلامي ظهر مستفاد من التعددية. التيارات هذه اللي يسموها ثقافية استفادت على حساب من؟ على حساب الفراغ الذي تركه اليسار. اليسار ترك فراغا كبير جدا ابتداء من التسعينات. وصادق هجرس يعتبر انه حل حزب الطليعة كان هو السبب تاع انهيار اليسار. بالنسبة ليه حزب الطليعة كان تراث
ما كانش لازم يحل يحل. بل كان لازم يدير اصلاح. هذه وجهة نظر. هما حبوا الجماعة اللي حلوه حبوا يجدوا، يقول لك بأننا نجدوا، لكن الأزمة في نهاية الأمر ليست جزائرية، ليست وطنية، الأزمة دولية. اليسار ضعف في كل المنطقة العربية، في كل المنطقة العربية ضعف. الإشكال الآخر اللي يتكلم عليه حسان هو قضية المتعلقة بالأجيال. اليسار كبر، شاخ كبيرة في السن. صدر الآن المعدل اليوم نتاع المقبرة معدل تقريبا في حدود 60 سنة 55 سنة. Bon, il avait 94 ans aussi. لا كاين Peut-être تيارات، qu'il y a une génération qui n'a فيه pas. تيارات اللي تجددت، سيرونوبلي تجددت وامتدت على مستوى الكثير من الفئات الشعبية والشباب. عندها حضور في الجامعة، عندها حضور في عالم الشغل، عندها. اليسار ما تجددش، اليسار ارتبط بالفئات الوسطى. C'est-à-dire il faut faire une petite sociologie de la gauche en Algérie. C'est-à-dire اليسار في الجزائر في كما هو في كثير من الدول العربية هو سي بلوتو الفئات الوسطى الحضاريه. كاين شويه هكذا عندما تتكلم مع لي زانسيان كومونيست، لي زانسيان باركسيست، يتكلموا على بعض الشيوعيين في بعض المدن، قالوا في سعيده عندنا وفي تيارت عندنا وفي سوقا وفي الواد عندنا، لكن الاغلبيه الساحقه تاع لا سوسيولوجي هذه تاع اليسار هي فئات وسطى متعلمه مع بعد شويه عمالي نقابي بالنسبه للمدن الكبرى وخاصه العاصمه. اذا هذه هي لا سوسيولوجي كي افريني ليفولوسيون، كي افريني ليفولوسيون تاع العائله السياسيه هذه. تفضل. Je voulais juste préciser quelque chose pour les auditeurs plus jeunes que nous, peut-être qui ne comprendraient pas qu'on consacre autant de temps à une personnalité comme Sadegh Hadjaras. C'est de comprendre que dans les années 70, le Pax a joué un rôle pivot dans la politique nationale. Les gens, maintenant, chez Soronas, ne peuvent pas s'imaginer le rôle qu'a joué le Pax à ce moment-là, qui était beaucoup plus important que sa taille militante. Absolument. Parce que Sadia, mais aussi dans le mouvement syndical, une aile de l'UJTA, dans tous les domaines militants, chez les artistes et les intellectuels, etc. Le Pax a aussi préparé, avec d'autres courants, l'émergence d'octobre 88, en commençant à revendiquer la démocratie. Il était présent dans l'MJA, il était présent dans Raïs, donc. Et tout ça, il y avait une figure, une aura que Sadegh Hadjaras détenait tout en étant un personnage mystérieux. D'ailleurs, il y a sûrement un travail de journaliste à faire sur comment les 24 ans comment il a passé ces 24 ans de clandestinité. Ça intéresse beaucoup Abdelkarim Zguedech qui s'apprête à plonger dans la clandestinité. Comment il a fait pendant 24 ans? Comment il a fait pour être un dirigeant aussi écouté, aussi respecté, tout en n'apparaissant pas directement, etc. D'ailleurs, il en a un peu souffert au moment de l'ouverture. Aïd Ahmed quand il est rentré, Ben Bella, l'émergence de Saïd Saadi, etc. Voilà, dans le jeu, il n'était pas préparé à prendre la lumière. Mais le Pax dans les années 90, de la 70, sous Boumediene, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, l'ORP s'est cassé sur cela aussi, sur est-ce qu'il fallait être critique, juste soutien, est-ce qu'il fallait rester hostile au régime de Boumediene qui était venu avec un coup d'État, ou est-ce qu'il fallait retenir les mesures sociales et socialisantes du régime de Boumediene pour changer d'attitude. Mohamed Harbi et Hossein Zaouane ont choisi de rester dans l'opposition, alors que Bachir Hadjali et Hadjaras ont choisi d'accompagner l'expérience de Boumediene. D'accompagner, Zrilech, vous êtes donc un peu plus jeune que les cheveux grisonnants, même si ça vient. Est-ce que vous ressentez une absence de relève pour la génération d'aujourd'hui? Absence de relève, je crois qu'on n'arrive pas à voir la chose du même point de vue, du même axe en réalité. Moi, je dirais que c'est l'histoire qui fait les militants. C'est l'histoire c'est l'histoire qui crée l'histoire des gens. C'est l'histoire qui crée. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils pensent être bon à faire. Et après, c'est à l'histoire de créer. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de relève, on peut pas dire maintenant qu'il n'y a pas de relève. C'est notre histoire contemporaine qui va nous dire dans quelques années est-ce qu'il y a eu relève ou non. Je pense pas qu'on puisse vraiment dire maintenant qu'il n'y a pas. Disons qu'il y a un problème de transmission. Oui, l'accumulation et de transmission. C'est un vrai sujet. Oui, certainement. Le nombre je dirais que peut-être le nombre de personnes, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, le nombre de personnes présentes aujourd'hui au cimetière démontre clairement ce manque de transmission. نتكلم 1% فقط
un sondage qui a été organisé à Santé, 1% seulement d'étudiants sont affiliés à un parti politique. Encore, hein. Vous savez, Ils étaient plus nombreux du temps de la génération de On avait un Hadras. grand mouvement étudiant. Il en a fait partie d'ailleurs. Eh oui, bien sûr. Vous savez, à part tout ce qu'on connaît sur la réalité de l'activité et de l'acte politique en Algérie, il y a aussi une séquelle du Hirak. J'ai l'impression qu'on ne comprend pas réellement. Les gens, les jeunes, et les Algériens en général, ont mis une quantité d'espoir immense dans ce Hirak-là. Et le niveau de déception est tel, les gens ont été déçus par le Hirak. Ça explique quelque part, je dirais, cet éloignement de l'activité politique et de l'acte politique. Ça ne veut pas dire que les gens sont désintéressés. Aussi, autre chose, ça peut paraître bête, ça peut paraître anodin. Ça peut Et pourtant, le paraître, Hirak a permis quand même une certaine politisation de la jeunesse qui s'est mis à parler de politique. c'est exactement alors ce que qu'elle en était si bien tu me laisses loin. finir, je pourrais t'expliquer la chose à peu près. Ça peut paraître bête, anodin et incroyable. Réellement, je dirais que il y a une partie de la population en Algérie qui se rend pas compte qu'une décision politique prise au niveau du Parlement, prise au niveau d'un Conseil des ministres, prise au niveau du Sénat, a un impact direct sur leur vie de tous les jours. Ça paraît incroyable, ça paraît impensable, mais il y a des gens qui font pas le lien, la relation entre une décision, sauf bien sûr quand ça parle de prison. Parce que là, par exemple, les trucs, les gens prennent conscience de ça. Mais il y a réellement une partie des gens ne se rendent pas compte qu'une décision prise au niveau du Conseil des ministres a un impact direct sur sa vie de tous les jours. Et je dirais, le manque de transmission de savoir, j'imagine, c'est ça, pas de la lutte elle-même, c'est le manque de transmission du savoir. C'est pour ça. Des expériences, voilà. C'est pour ça qu'on est en train de tourner en rond. Là, l'activité politique en Algérie, l'activité politique normale, c'est quoi? C'est d'expliquer un programme politique, d'expliquer le programme de son parti politique, d'expliquer la vision de son parti politique, d'intégrer les gens pour la protection d'un certain mode de vie. L'activité politique en Algérie maintenant, c'est quoi? C'est d'expliquer aux gens que faire de la politique, c'est normal. C'est pas sale, c'est pas méchant, c'est pas malsain. C'est pas le synonyme de politique, ce n'est pas hypocrite, ce n'est pas voleur. Il y a eu tellement, pendant les 60 années d'indépendance, entre parenthèses, entre guillemets, tellement l'acte politique a été diabolisé. Criminalisé parfois. C'est pas dans le sens criminalisé, c'est dans le sens Déprécié. déprécié. Voilà le mot. C'est dans le sens déprécié. C'est-à-dire si tu veux être propre, si tu veux rester respectable, si tu veux rester probant, si tu veux rester propre, ne fais pas de politique. Et c'est ancré dans la tête des gens. C'est ancré dans la tête des gens. C'est gravé dans la tête des gens. Politique. La politique, c'est sale. C'est sale. Nous allons passer à l'affaire Belhasni Yacoub, donc un jeune de 22 ans. Pas mal de sa personne piège des ministres. Ça pourrait être juste un fait anecdotique si ça n'était arrivé qu'à une seule personnalité, mais ça se reproduit et plusieurs fois. Et une institution, le NTV, a été touchée. Il a simulé sa propre arrestation. Pourquoi ces hommes politiques sont arrivés à tomber dans de tels canulars? Est-ce que cela ne relève pas de du dysfonctionnement entre les institutions de l'État? Hadi Hassan. Il faut rappeler qu'il se fait passer quand même pour un général. Pour un officier supérieur. Un général Chouettar, dans le cas général Chouettar de la DCSA, de la sécurité de l'armée. Donc, dans le cas du directeur de l'NTV et du ministre Mohamed Bouslimani, que je salue, mon ancien collègue d'Horizon. Et tout récemment, du ministre du Commerce également. Alors, dans le cas du ministre du Commerce, je ne sais pas pour qui il s'est fait passer avec ce ministre. Bon, c'est clair que c'était un général, mais je ne pense pas qu'il ait encore cité Chouettar, parce que l'affaire Chouettar... Enfin, moi j'ai beaucoup de questions, peut-être qu'il y a une partie des réponses que Saïd Jafar a. C'est comment est-ce que c'est possible d'accéder à des ministres par le standard? C'est des questions élémentaires.
Est-ce que plutôt technique, est-ce que bon, il y a un youtubeur dont je ne vais pas citer le nom ici parce que c'est Blima entre autres, qui dit que c'est le 4 chiffres en principe qu'on utilise dans ces cas-là. C'est vrai que la première des questions qu'on se pose, c'est comment on peut faire d'aussi gros canulars aussi facilement. C'est inquiétant. Voilà, ça c'est inquiétant. L'autre évocation que cela m'inspire, c'est quand même les ministres et les responsables que nous avons. Qu'est-ce qu'ils ont peur des militaires? Qu'est-ce qu'ils ont peur des généraux? C'est incroyable. On peut pas avoir du respect pour eux. Enfin, moi j'en ai pas déjà beaucoup parce que la façon dont ils arrivent n'est pas très respectable. La façon dont ils arrivent aux affaires. Mais alors, pour moi, Abu Jarrah Sultani, je l'ai vu au procès de Khalifa en 2007, il est infiniment plus respectable. Il était dans un parti politique, donc dans une organisation. Donc l'organisation permet de mieux résister à d'autres institutions. J'ai cité exprès quelqu'un qui est loin de faire l'unanimité éventuellement sur ce plateau, mais j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus on a des ministres invertébrés qui sont incapables de se rendre compte de la mission qu'ils représentent. Ils sont en principe le gouvernement de la République algérienne souveraine et ils nous font la honte. Ils nous font la honte. Je pose la question à professeur Nasser Djabi. Nos responsables, on continue à avoir peur du militaire. Ils reçoivent le coup de fil d'un jeune homme de 22 ans qui se fait passer pour un général et ils font passer une information sur l'ANTV. Vous avez écrit un livre là-dessus. Là, il écrit sur les ministres. Sur les ministres. Pas sur Pas sur leur peur, mais sur les Pas sur le canular. mais pas sur, bien sûr. Sur le canular, il faut laisser la faire refroidir, je pense. دونك انا اظن بان فيها اكثر من مستوى. السؤال هذا نقدر ندخلوا له من اكثر من مستوى. صدر ربما المستوى الاول اللي باين ان النظام السياسي ما خرجش من الازمه تاعو، وان اساليب التجنيد تاعو بين قوسين لو ريكروتمون المود دو ريكروتمون تاعو طارئ تخلخل راه مضطرب ومازال ما رجعش للاستقرار تاعو. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on voit des têtes على مستوى الجوفرنمون ولا على مستوى لا غروند ادمينستراسيون ولا هوت سفير دادمينستراسيون، الناس اللي المفروض ما يكونوش، لدرجه انهم حتى هما دايخين يقول لك كيفاش عينت، كيفاش وصلت لهذا المنصب انايا ما كنتش كاع. On pensait avoir tout vu avec Bouteflika, mais on continue quand même. لان الازمه هي ازمه نظام سياسي. لو مود دو ريكروتمون اللي كان في السبعينات معروف، صدير كان لو نوايو دور تاع مجلس الثوره عنده كل فرد من جماعه تاع مجلس الثوره عنده علاقات مع جهه، عنده علاقات مع. C'était des chasseurs de tête à l'époque pour le recrutement. Il y avait des chasseurs de tête pour savoir qui pouvait occuper le poste de ministre. Bien sûr كاين دي ريزو هكا. مثلا كنا نتكلموا على الحركه الطلابيه انتجت الكثير من الوزراء. حكومه عبد السلام بلعيد في 92 فيها 5 أو 6 سابقين تاع القياده تاع لو جيما، وهذو جابهم مع صدير. كاين الريكروتمون اللي دارها عبد السلام، دارها منذ الخمسينيات، هو يشتغل معاهم ويعرفهم، خدموا معاه في الصناعه، خدموا معاه في الكثير من الهياكل. دونك كاين ضمانات. لو ريزو تاع لو جيما كان يمد للنظام السياسي استقرار ويمد له ضمانات بان هذا الناس توعنا وما تخافش منهم ونوع من الكفاءات وكفاءة كبيرة جدا. دونك هذا الجانب الجيش ومؤسسات الجيش والجهة كانت تمد ضمانات عندما تعرف ان فلان بن فلان من الجهه الفلانيه. سي كوم لا بيبليسيتي هذيك تاع واحد الوقت تاع سوناتراك، il est produit chez nous, on peut lui faire confiance. C'est le lubrifiant. دونك كاين النظام كان عنده مؤسسات مرئيه نقدروا نشوفوها، وكاين مؤسسات غير مرئيه، وكاين ثقافه، وكاين دي ريزو اللي يخليو يطلع هما لاسونسور باين. مع الازمه اللي عاشها النظام السياسي في السنوات الاخيره تاع بوتفليقه، ومع زاد عليها الحراك،
ما بعد الحراك، تحس بان هذه الطريقه وهذا الاسلوب تاع التوظيف تاع التجنيد تاع النخب تخلخل، وما نعرفوش الان كيفاش كومون يسوفي وكيفاش ناس معينين بمواصفات معينه وصلوا الى هذه المناصب. Il faut dire aussi que depuis les années 90, ce qu'on appelle la technostructure algérienne s'affaiblit par l'exil, etc. Il y a eu même l'idée lumineuse, le FMI qui a soufflé à Yahya de permettre les départs à la retraite très tôt. Donc, avec l'idée que ce seraient les bras cassés de l'administration, de la sphère économique qui partiraient, en fait, c'est pas ceux-là qui sont partis. C'est les meilleurs qui sont partis. Ils ont retraité à 42 ans. Il vit au Canada. Il est canadien, il a sa retraite de haut cadre qui monte ici. Donc ça a été une catastrophe, hein, c'est une vraie catastrophe. C'est-à-dire, d'ailleurs, pour revenir un peu aux années 90 et le fait, la perte d'un parti comme un parti de gauche, c'est que toutes les mesures qui ont été contre l'industrie, contre les travailleurs, etc., ont été prises dans ce contexte-là. On a perdu l'encadrement, on a commencé la désindustrialisation, etc., etc. Donc, juste pour faire le lien avec Sadak Hadjourous, انا اظن سعيد هو الفتره تاع الشاذلي اللي كانت فتره قاتله. On a décapité l'élite algérienne في لا فان تاع البيريود تاع الشاذلي. الناس ولاو يخرجوا اون روتريت، راحوا كثير الناس راحوا 47, 48, 49, 50 ans avec une expérience énorme. Non, ما راحوش فوق تشادلي. مثلا فوق تشادلي ils ont été limogés. حوزوهم. Il y a eu des charrettes. راحوا ils ont fait le bonheur des pétroliers. Mais non, c'est dans les années 90 le reste de l'encadrement. Les راحوا à l'âge de 42 ans. Donc c'est-à-dire, vous savez, la perte de compétences qu'on sent tous dans l'État algérien, elle tient à ça, à cette perte de plus en plus des compétences. في المقابلات تاعي انا حكيت بزاف مع وزراء يقول لي ما فهمتش كيفاش à l'âge de 47 ans avec une très grande expérience dans la planification, dans l'industrie, dans في رئاسة الحكومة. Il a été remercié. C'est toute une génération. ومن بعد قلت له كيفاش تفسرها انت؟ اعطاني اجابة مقنعة. قال لي on voulait، الفكره جات مع فتره تاع الشاذلي، اون فولي ان بو effacer la mémoire de l'État. الهدف هو محو ذاكره الدوله والمؤسسات. وبعد الفكره هذيك اللي ضخمت وظهرت لاول مره في الجزائر، لأول مرة يحصل في الجزائر، لأول مرة نديروه في الجزائر. قال لي هذه هي الفكرة اللي يحبوا يدعموها. اي اون ا ايسيي ديفاسي لا ميموار اللي يمثلوها هذه لا جينيراسيون تاع ليليت تكنوقراطيك بيروقراطيك اللي تكونت توت لا بيريود تاع بومدين، واللي المفروض تمشي تظهر مع الشاذلي، واذا بها تكسرت وراحت. دونك سي سا سادير يفو فوار لا بروفوندور دو لا كيستيون هذه، كيفاش اننا وصلنا ولينا ننتجوا في السنوات الاخيره مسؤول مدير كبير، وزير كبير، وزير اللي يظهر اكثر من مره، وزير اللي يظهر. on a vu des ministres pour 72 heures 72 ساعه. المينستر دو توريزم في السابق كانت مؤسسة بما فيها المؤسسة الأمنية اللي تدرس الملفات وتعرف الناس إلى آخره. وإذا به رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية يكتشف الوزير بأنه ولا شيء نهار اجتماع مجلس الوزراء وما يعرفوش وما يبقاش اكثر من 72 ساعه وعنده ملفات ثقيله وعنده كذا وكذا وكذا. دونك انا نظن باللي Et sa déclaration qu'ils sont en quelque sorte en rodage et qu'on attend qu'ils fassent leur classe. Non, le problème c'est que le vivier de cet encadrement c'est tari. C'est tari par les exclusions, par l'exil, ça c'est tari. Et donc ils prennent ce qu'il y a. بقات شويه المدرسه الوطنيه للاداره، بقات شويه المؤسسات الصناعيه الكبرى، بقات شويه، لكن l'architecture de l'état du système تزعزعت. c'est-à-dire عاشت un grand séisme
Un grand séisme. Monsieur Saïd Jafar, je voulais en revenir en fait On parle du recrutement du président, non? par rapport à par rapport à ce qui s'est passé, parce que quand même l'NTV c'est quand même une institution très très importante dans le pays. Vous qui avez travaillé dans la communication officielle, ça se passait comment? Est-ce que ça pouvait arriver comme ça qu'un jeune de 22 ans puisse faire passer une information pareille sur le... Ça ne devrait jamais arriver, tout simplement. C'est inquiétant. Il y a des filtres, on n'arrive pas à un ministre. Un communiqué, excusez-moi, un communiqué. On n'arrive pas à un ministre par le biais de téléphone. C'est pas sûr. Entre ministres, Là, c'est le entre ministres, il y a le souveraineté. Le souveraineté est sous contrôle. C'est-à-dire, on identifie qui appelle, etc. En dehors, un ministre qui prend un appel Là, c'est par pas, un c'est pas le portable. ministre, là, c'est le directeur de la télévision algérienne, c'est l'ENTV, qui fait passer une information d'une sorte de canular. Ça, c'est un défaut de métier de journaliste. Ça fait amateur, un peu. Ça fait un journaliste vérifie ses sources. Ces informations. C'est-à-dire, quand quelqu'un m'appelle, c'est pas parce qu'il m'a appelé, il m'a dit je suis le général. Un général qui envoie un communiqué via WhatsApp. Je vais d'ailleurs c'est vérifier, je vais avoir vérifié si ce général existe. Et en même temps, ça gêne pas d'appeler le ministère de la Défense. Il faut le faire. Ce sont des comportements normaux d'un journaliste normal. Et on publie pas les choses n'importe comment. Donc si quelqu'un m'appelle, non, tu viens, à la limite, je lui dis, venez à la télévision, on en parle, mais pas au téléphone. Pas au téléphone. Zrilej, votre avis sur ce canular? Déjà, sur le point index, c'est un acquis, c'est-à-dire l'idée que maintenant on semble être acquis, que déjà que le jeune homme il a 22 ans, et que c'est un harrak, voilà ce qu'on nous vend l'image. Moi personnellement, je pense pas que ce soit un jeune homme de 22 ans plus harrak. Si vous avez entendu l'émission, quand ils l'ont fait passer sur le NTV, autant que conseiller diplomatique, Des Nations Unies. la façon avec laquelle il parlait, c'était les mots utilisés, le vocabulaire utilisé, la sémantique utilisée, c'est pas la sémantique, c'est un jeune de 22 ans, haraga. Bon, c'est l'impression que j'ai, moi, j'ai pas de façon plus d'informations que ça, mais je ne pense pas. Là, ce que je voudrais juste un mot sur la crise du modèle de recrutement des élites. Bon, pour la technocratie, il y a un modèle de recrutement qui est, pour la partie gouvernement, ministre, c'est celle qu'on a évoquée aujourd'hui, le modèle classique de l'état de droit et de la démocratie dans le monde. Parlementaire, c'est un ministre politique. Oui. C'est le ministre politique. C'est pour ça qu'ils sont aussi faibles. Le ministre politique vient avec son parti. Il a un programme. On sait ce qu'il pense sur la question Flania avant qu'il soit dans ce poste. Et il est porté par son organisation. En Algérie, c'était vrai dans le cas de Bouteflika, même s'il y avait quand même les Ahzab al-Moualat qui avaient des ministres dans le gouvernement. Mais okay. Mais le modèle, c'est celui-là. Sous Abdelmajid Tebboune, on a cassé complètement ce moule qui était très imparfait pour là. Et aujourd'hui, on est obligé de recruter sur la base de Ouidir. Moi, je suis témoin de grandes erreurs de casting sur des postes extrêmement sensibles. On pensait ramener un profil de ce type. Et on se rend compte après que le profil, en fait, le fikra tao, l'action tao, elle est totalement inverse de ce que le président et le pouvoir central voulaient de faire sur ce poste-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de transparence, il n'y avait pas de... On ne sait pas, le modèle habituel, c'est quand même les partis politiques. Et quand on vient d'un parti politique, quand on est légitime parce qu'on a été élu, on ne subit pas l'appel de n'importe quel général, comme l'ont subi ces deux ministres. Comme l'ont subi ces deux ministres. Mais c'est parce que ces ministres, ils se sentent endettés. J'ai pas fini parce qu'apparemment, moi, on me laisse jamais finir, mais c'est pas grave. Allez-y. Ils se sentent endettés, ces gens-là. Ils ont été recrutés par quelqu'un qui lui-même est endetté parce qu'il s'est fait recruter. Donc, quand un général appelle un ministre, il est obligé de lui répondre parce que c'est lui qui l'a recruté. Ils ont recruté leur patron, et leur patron les a recrutés, eux-mêmes se sont fait recruter par ces généraux-là, de manière indirecte. C'est pour ça qu'ils parlent de cette manière-là avec les pseudo-journalistes, le journaliste, plutôt le général X ou Y qui est Zama Aitlouf téléphone. Le mec, il est endetté, il sait le drame, il est obligé de répondre. Et pardon, j'ai pas encore fini.
le NTV gravissime, يعني une entreprise qui m'a le NTV اللي فيها combien de milliers de salariés, يديروا les salariés واش يخدموا الناس هذو في الشركه هذه exactement. يعيط له واحد في التليفون يقول لي شو اكس pour une émission à le NTV, c'est pas Radio M, c'est le NTV. Il y a un réalisateur, il y a un producteur, il y a non, c'est-à-dire non, pour dire que cette erreur-là ne sera jamais commise ici, je suis certain que cette erreur-là ne sera jamais commise ici. Ça, je suis certain. Parce qu'il suffit du professionnalisme d'un personne. On s'est fait piéger. Vous avez écorché Radio M, Non, pas du donc tout. à la faveur de la NTV. Non, c'est dans le sens où avec des milliers de personnes, des milliers d'employés. Il y a un vrai problème de qualité du personnel. C'est-à-dire, le mode de recrutement, plus ou moins, n'a pas changé. Même sous Boumediene, c'est Boumediene qui désignait X, etc. Mais sous Boumediene, attendez, mais sous Boumediene, un ministre pouvait aller chez Boumediene et lui dire « je ne suis pas d'accord. Ce que vous proposez est erroné ». C'est cette évolution-là que nous avons perçue. Moi, nous, on est journalistes depuis quand même... on a perçu cette évolution. Sous Boumediene, tu avais des gens qui avaient des postes de ministres, très souvent durables, mais qui pouvaient avoir un vrai point de vue et aller chez Boumediene et dire c'est de là, je ne suis pas d'accord. Ce que vous faites là, c'est une erreur, et ça discutait. Sous Chadli, ça a commencé à se perdre. Et ça s'est accentué après c'est devenu des fonctionnaires, ce n'est plus des ministres, parce que un ministre, c'est quelqu'un qui a un point de vue, qui défend son point de vue vis-à-vis du chef, et qui n'est pas en train dans une logique de pure soumission. Là, on est dans une logique de pure soumission. C'est pas... Pure soumission, affaire Bouziza, donc beaucoup de rumeurs. Il y a eu les rumeurs de sa disparition. Ce n'est pas une rumeur, il a disparu depuis le 19 octobre dernier, puis après ça s'enchaînait. Des rumeurs de mort sous la torture, et ensuite Radio M a donné la primeur à travers le journaliste Saïd Boudour, qui déclare qu'il est poursuivi, donc 15 jours après, pour terrorisme, article 87 bis, et on retrouve la trace de Bouziza. Est-ce qu'il n'y a pas encore ici, on se retrouve encore une mauvaise communication pour qu'on en arrive à des rumeurs pareilles pendant 15 jours? Srilesh. Mauvaise communication, moi ce que j'ai cru comprendre à travers le militant, plutôt l'activiste Zaki Hanna, c'est que la famille, au bout de la première période, je dirais la première semaine peut-être là, la famille refusait de communiquer. Donc c'est quelle communication? Si la famille refuse de communiquer, donc elle doit avoir ses raisons, et tout le temps qu'on n'a pas, autant que militants, nous n'avons pas les véritables raisons de la famille, c'est pas nous qui nous allons nous mettre à communiquer à sa place. Donc c'est pour ça qu'il y a eu quand même avec le vide, un vide à peu près une semaine, et le vide qui خرجوا بزاف les fake news, les fausses informations. On est même arrivé à certaines personnes qui ont dit que le jeune homme était décédé. On est même arrivé à ça. Mais le pire le truc dangereux de cette histoire-là, c'est que quand même le monsieur a disparu pendant 19 jours. C'est gravissime. Et surtout si on revient sur les... Sans communication officielle et sans qu'on dise qu'il a été interpellé. Non, pas sans communication officielle. Ils ont communiqué en disant que le jeune homme était venu effectivement pour un questionnaire, et il est rentré chez lui. Il est parti, on l'a laissé sortir. C'est-à-dire... C'est incroyable, Yannis. Vous imaginez la chose, c'est un commissariat de police. Oui, les informations, ce que j'ai cru comprendre d'après les avocats du jeune homme. Oui, ils se sont présentés, tout le monde sait ça. C'est les avocats qui ont rapporté, c'est pas la DGS. Voilà, c'est les avocats qui ont rapporté. Ils se sont présentés, la famille, accompagnée des avocats, s'est présentée. C'est ce qu'on leur a dit. Au niveau du commissariat de police, ils leur ont dit, il était là, il est venu. Il a fait le questionnaire, on en avait des questions à lui poser, et on l'a relâché. Et même ils sont rapprochés auprès du parquet de la ville de Tlemcen, ils leur ont dit il n'y a pas de dossier, il n'y a pas une affaire au nom de ce jeune homme-là. Il n'est pas poursuivi. Ça nous rappelle l'épisode Brahim Dawoodji. C'est pas la première fois. Ça nous rappelle l'épisode Brahim Dawoodji où il était chez les gendarmes et la famille n'arrivait pas à voir. Non, ça fait peur. Bien sûr, ça fait peur. Et ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver s'ils commencent à faire ça, ils peuvent le faire à n'importe qui. Et ça fait peur. On a le droit d'avoir des craintes, professeur Nasser Djabi, parce que ça rappelle quand même une époque assez sombre de l'Algérie, les disparitions. Est-ce qu'aujourd'hui, المفروض خرجنا منها او على الاقل يجب ان نخرج من هذه المرحله هذه. On a vu une période quand même d'éclaircie, parce qu'on
sous Bouteflika, il n'y a pas eu de disparition de... مش مقبول. انا صراحه ما تبعتش الملف هذا تاع الشاب هذا تاع التلمسان، ما عرفش بالضبط الحيثيات وكيفاش تمت العمليه الى اخره، لكن من حيث المبدا يعني مش معقول اننا في الجزائر في 2022 الناس يختفون بهذا الشكل وما يظهروش لمده اسبوعين او اكثر، وعائلتهم ما عندهاش معلومات. عبد الكريم يتكلم بان العائله ربما قد يكون عندها معلومات لكن ما خبرتش لاسباب متعلقه بها هي، يعني هي اللي قررت بانها ما الكومونيك با. الدور تاع هنا الدور تاع الجمعيات حقوق الانسان تاع المحامين، صدير الانسان ما يقدرش يروح مركز شرطه او مركز رسمي هكذا وحده هكذا وممكن ما يظهرش من بعد. دونك كاين الدور الحلقه الفارغه هنايا، الفراغ تاع المحامين الجزائريين لازم يتعلموا، خاصه الناس اللي عندهم تجربه سياسيه او مناضلين، يعرف باللي انه ما يروحش المركز الشرطه من دون محامي ومن دون جمعيه حقوق الانسان ومن دون ما يخبرش العائله تاعو. دونك هذه اجراءات بسيطه المفروض يعني الناس يعرفوها ويتعاملوا معها. ولكن peut-être encore souci de communication ici aussi. سي با بروبليم دو كومونيكاسيون فقط، سي ان بروبليم تاع دورغانيزاسيون، صدير ما عندناش ما يكفي حمايه لي كانو لي تاع اسوسياسيون جمعيه حقوق الانسان، خاصه ما يلزمش ثاني نغلطوا، كاين فروق كبيره جدا بين العاصمه والمدن الكبرى والمدن الصغيره. المدن الصغيره والمتوسطه الامور لا تسير بهذا الشكل. في العاصمه ربما كاين الاعلام وكاين جمعيات وكاين عدد كبير من المحامين اللي راهم يقوموا بدورهم، يخلي العمليات هذه قليله، والناس عندما يتوقف واحد او يروح لمركز الشرطه بسرعه يظهر. لكن في بعض المدن في بعض التجاوزات اللي مرتبطه بالجو السياسي والثقافي اللي موجود في المدينه الصغيره، يعني القانون اخر شيء ربما يديروا له اعتبار وممكن الانسان يضيع. كاين كذلك العائلات يلزم تتعلم باللي نحن مواطنون نعيش يفترض على الاقل نعيش في دوله وين لابد ان يحترم فيها حقوق الانسان، وما يلزمش تسكت عندما تشاهد بان بنها وبنتها اختفت لساعات او لايام هكذا وتسكت وتخاف ولا دير حسابات واحده اخرى ودير. هنا ثاني نحن امام ثقافه مجتمع صديق كيما هذا المسؤول السياسي والوزير والمدير اللي تعلم اصبحت عنده ثقافه تاع انه يخاف من الامني والعسكري ويخاف. هذه ثقافه، هذه ما تقدرش تروح بسرعه وما تروحش هكذا وبين كذلك العائلات يلزم تتعلم بانها عندما تسكت على حقها وما تتكلمش وما تواصلش مع الاعلام وما تواصلش مع المحامي، ما تواصلش مع حقوق الانسان جمعيه حقوق الانسان، مش تخدم لصالح ابنها ولصالح البلد لانه ممكن في بعض الاحيان يصيروا دي بافور اللي ماشي مبرمجين، لان هذا الرجل او المراه اختفت لمده اسبوع وما ظهرتش، وممكن تحصل تجاوزات تؤدي الى ما لا تحمل عقباه. دونك الاعلام ضروري، حقوق جمعيه الظهور وبروز وحضور الجمعيات ضروري، المحامين ضروري، الاعلام ضروري. هذه المقومات تاع الشروط لتحمي المواطن، تحمي حقوق الانسان. C'est des pare-feux. Ça a été un fait. Je voulais dire juste sur cette question-là, nous à Radio M, on l'a pris très au sérieux. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce que les avocats n'ont toujours pas rendu visite, à ce que je sache, aujourd'hui mercredi à 19h, aux prévenus. Donc il serait détenu à la présidente Boufalik dans le cadre d'une affaire dont on ne connaît pas encore les Boufalik dans la wilaya de Blida, dont on ne connaît pas les éléments. Qu'est-ce qu'il va falloir vérifier? Il va falloir vérifier si les droits constitutionnels de Abdelhamid Bouazizi ont été respectés. Et c'est quoi les droits constitutionnels? C'est prévenir sa famille dès le premier jour, dès l'arrestation, en garde à vue. Est-ce qu'il a pu, et ça on est à peu près sûr qu'il n'a pas pu prévenir sa famille, parce que sa famille aurait parce qu'elle a chargé les avocats de suivre l'affaire, mais elle n'avait pas de nouvelles. Deux, est-ce que la prolongation de sa garde à vue s'est faite dans les délais?
Dans les normalement. règles, ouais. Et à partir du moment où il y a prolongation, en principe, il a le droit d'être assisté d'un avocat. Voilà, au-delà de 48 heures. Ça, ce sont ses droits constitutionnels. Il va falloir vérifier si ça a été respecté. L'affaire est très sérieuse parce que si on est encore sur le traumatisme. Moi, je suis proche de l'association des SOS disparus et on est encore sur le traumatisme de ce qui s'est passé dans les années 90. On ne peut pas laisser passer ça. On peut d'autant moins laisser passer cela que la torture est revenue en Algérie. Elle est revenue massivement dans les derniers mois de répression en 2021 du Hirak. Il n'y a pas que l'affaire de Nakrish, qui a d'ailleurs cette semaine provoqué en principe une audition auprès du juge d'instruction, donc où il y a accusation de torture vis-à-vis Donc l'affaire suisse en cours. de la DSI. Et il y a des cas dont on ne parle pas. Nassar fait très bien de parler de l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de militants, de gens qui ont été violentés, qui ont subi des violences dans les commissariats, durant leur garde à vue ou durant leur détention, et qui n'en parlent pas. Et c'est toute une rééducation à faire. La torture n'a pas sa place aussi en Algérie. C'est hors de question qu'on soit silencieux sur cela. Abdelkrim Zerilich, vous êtes rentré en prison quand même pas mal de fois. Est-ce qu'on vous a laissé passer un coup de fil à vos parents? Oui, c'est la réalité, c'est-à-dire il faut rester faut pas partir dans le délire et dans le. Personnellement, je n'ai jamais vu. J'ai eu, on va dire que les policiers, j'ai eu quand même l'occasion de les fréquenter ces 5 dernières années, même avant le Hirak, de toute façon. C'est bien avant le Hirak que j'ai commencé à fréquenter les prisons. La vérité, c'est on vous laisse informer vos parents. On vous laisse informer vos parents. J'ai jamais eu de soucis avec. Tant mieux. Par contre. Cette dernière fois-ci, c'est là où on m'a collé l'histoire de Rached, c'est qu'il y a eu réellement volonté de falsifier les documents. Moi, je le dis d'une manière claire. Parce que, quel que soit X, le commissariat de police à Constantine, ça fait combien d'années qu'ils me suivent, ces gens-là? C'est bien avant le Hirak, ces gens-là me suivaient et, je veux dire, travaillaient avec moi d'une certaine manière. C'est pas que je suis certain, je suis convaincu que la totalité des policiers qui étaient présents dans la salle de l'auditoire, qui était exceptionnellement élevé, le nombre de policiers qui étaient présents lors de l'audition, quelque part, était exceptionnellement élevé, et je suis convaincu, je le sais, que ces policiers-là tous savaient pertinemment que je n'avais absolument rien à voir avec Rached. Et quand j'ai vu le document, et même durant l'interrogatoire, le mot Rached n'a pas été prononcé, le mot islamiste n'a pas été prononcé, le mot terroriste n'a pas été prononcé. L'interrogatoire n'avait absolument rien à voir avec Rached. Et 3 ou 4 heures plus tard, je me suis retrouvé chez le procureur, quand le procureur m'a lu ce que les policiers avec qui j'étais la matinée et avaient écrit, c'est les documents sur lesquels il s'est basé pour me mettre en prison, ces policiers-là ont clairement menti. Ils ont clairement menti. Donc, je considère que ce mensonge-là fait partie de la torture quelque part. Le fait de me mettre en prison pendant 3 mois, sur base d'un mensonge clair et net. Donc, je dirais qu'il faut faire attention. Il y a réellement des comportements. Cela dit, tu aurais été militant de Rached, tu n'aurais pas plus mérité d'aller en prison. Ah bon? Ben oui. Voilà. Oui, certainement. Non, bien sûr. Votre message est évident. passé à Abdelkrim Zerilich. Je transmets le message de Aliki Papadomikelaki, la veuve de Feu Hadras, qui déclare faire l'adieu au corps de Sadr Hadras, mais jamais à son héritage, qui nous a laissé, héritage multiple de lutte pour la libération du pays et la démocratie, le droit des femmes algériennes aux côtés des hommes, un pays prospère où le sourire sera sur tous les visages. Madame Veuve Hadras donne un message aux nouvelles générations de continuer à porter son message. Elle était militante aux côtés de son époux. Nos condoléances, madame. Qadi, on est si peu de choses finalement. Un message à transmettre à Sofiane Dilali afin qu'on puisse le recevoir sur le plateau? Elle est bonne celle-là, oui. J'adore. Oui, alors officiellement, ce serait bon. Il y a eu un gros malentendu sur Sofiane Dilali que je salue, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Mais il semblerait que dans Adil Jadid, on a décidé que j'avais
qualifier de traître l'attitude de Djil Jadid. Mais enfin, je me Comme défends. vous êtes un grand homme, Et j'essaie de m'inspirer de Sadr Hajras. Voilà. De l'ouverture de sa d'esprit noblesse et de sa... Non, mais sincèrement, c'est un grand malentendu qu'on n'a pas pu lever. On n'a pas l'histoire, la vie ne nous a pas fait rencontrer depuis. Mais si Soufiane Djellali a pu penser être blessé par ce propos, qui ne le visait pas, qui visait pas Djil Jadid, je lui présente mes excuses et je dirais aussi comme Sadr Hajjas, on a besoin d'échanger avec des gens dont on ne partage pas toujours tous les points de vue. Un grand homme. Merci infiniment, messieurs, Shukran. d'avoir été présents aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.